Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je pense que là, oui, il est 13h03. Euh, les retardataires pourront s'insérer dans le cours si nécessaire. Alors, avant de commencer le cours à proprement parler, je voudrais dire un tout petit mot rapide des travaux que vous avez rendus au premier semestre. Bon, pour l'essentiel, c'était de très bons des travaux, hein, des travaux de bonne qualité, qu'il s'agisse de traduction ou de synthèse. Encore une fois, il s'agissait, en tout cas pour vous qui êtes là au deuxième semestre, d'une étape du travail, puisque donc vous allez poursuivre vos analyses au deuxième semestre pour rendre un document final pour l'évaluation de l'UE à la fin du semestre, donc au mois de juin. Je ne sais pas exactement les dates, il faudra que je vous les redise. Bon, dans, je disais que dans l'ensemble, les résultats, enfin disons les travaux étaient de bonne qualité. Si en consultant votre note, vous vous rendez compte que vous avez une note beaucoup plus faible que ce que vous imaginiez, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander pourquoi, à m'expliquer enfin, que vous attendiez un résultat différent pour une raison quelconque, et je vous donnerai des détails. Il faut le faire individuellement parce que, évidemment, comme je reçois au total entre Master 1, Master 2, le séminaire, les cours, j'ai plus de 100, 150 dossiers que je reçois. Je ne peux pas les annoter tous individuellement et tous vous les renvoyer. Donc je le fais uniquement pour les étudiantes ou les étudiants qui le demandent. Si vous avez eu une note correcte, c'est-à-dire 13, 14 ou plus, eh bien ça signifie que vous pouvez continuer comme vous l'avez fait au premier semestre et que vous pouvez achever votre travail dans les mêmes conditions. Si vous avez une note basse, disons en dessous de 12 ou moins de 10, bon, il y a très peu de cas comme ça, si je me souviens bien. Là, vous prenez contact et je vous explique quel a été le problème. Bon, dans certains cas, je pense que il me semble que les notes les plus faibles que j'ai données étaient pour des traductions en français qui étaient de très très mauvaise qualité, hein, c'est-à-dire une traduction en français où le texte écrit en français est incompréhensible tellement il est mal écrit. Donc, bon, mais dans ces cas-là, peut-être que vous savez vous-même que vous avez fait le travail rapidement, sans approfondir, et donc il n'y a pas de surprise. Hein, si vous avez une mauvaise note et que vous avez peu travaillé, c'est normal, ce n'est pas la peine de vous poser de grandes questions. En revanche, si vous pensez avoir bien fait et que vous avez un mauvais résultat, là, il faut vous inquiéter et me poser la question. Hein. Voilà. Alors, je laisserai un temps aussi à la fin du cours pour que vous puissiez éventuellement poser des questions, évidemment, sur le cours d'une part et d'autre part sur d'autres problèmes éventuels hein, d'organisation du deuxième semestre. J'espère que donc vous avez pu faire une rentrée depuis hier. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres cours à part le séminaire. Oui, il y a aussi le séminaire de Franck Neveu qui a dû avoir lieu normalement. J'espère que vous avez pu reprendre vos cours dans de bonnes conditions. En tout cas, il ne faut pas hésiter à prévenir les professeurs si vous avez le moindre problème. Hein. Vous savez que les professeurs sont très soucieux du bien-être, disons, de leurs étudiants. Et nous savons que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, les conditions sont très difficiles. Hein, et donc nous sommes vraiment tous les professeurs de l'UFR mobilisés pour vous aider dans la mesure du possible à passer le cap de cette année. Hein. Il est vrai qu'il faut s'attendre à finir le semestre à distance, comme nous l'avons commencé malheureusement. Mais il est très probable que la rentrée prochaine soit à peu près normale, ou tout au moins aille vers la normale, et donc compte tenu donc, du fait que les vaccins vont se développer, bon, certes, il faut encore un peu de patience,
mais cette situation ne va pas durer au-delà de l'année prochaine, enfin je veux dire qu'en septembre, octobre, au pire en janvier prochain, vraiment au pire, mais je pense quand même qu'à la rentrée prochaine, nous aurons une vie à peu près normale et de mois en mois de plus en plus normale. Donc il reste à passer là un cap difficile de janvier, enfin pour vous, pour les cours, de janvier jusqu'à mi-mai. Enfin de janvier, non, de février jusqu'à mi-mai, hein, février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois. 4 mois qui vont, pour certaines d'entre vous, être peut-être pénibles, lourds, parce qu'on vous demande beaucoup de travaux personnels, hein, on sait bien, en master. Et donc, voilà, je voulais surtout vous dire qu'il ne faut pas rester isolé. Si vous avez des difficultés, il faut tout de suite prévenir des professeurs, soit le professeur avec qui vous faites votre mémoire, soit la scolarité, l'administration, enfin, la personne avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, vous prévenez si vous avez un problème, une difficulté pour suivre les cours. Globalement, encore une fois, hein, les résultats étaient de bonne qualité et donc globalement, on a quand même l'impression que la majorité des étudiants suivent bien. Hein. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je pense que là, oui, il est 13h03. Les retardataires pourront s'insérer dans le cours si nécessaire. Alors, avant de commencer le cours à proprement parler, je voudrais dire un tout petit mot rapide des travaux que vous avez rendus au premier semestre. Bon, pour l'essentiel, c'était de très bons travaux, hein, des travaux de bonne qualité, qu'il s'agisse de traduction ou de synthèse. Encore une fois, il s'agissait, en tout cas pour vous qui êtes là au deuxième semestre, d'une étape du travail, puisque donc vous allez poursuivre vos analyses au deuxième semestre pour rendre un document final pour l'évaluation de l'UE à la fin du semestre, donc au mois de juin. Je ne sais pas exactement les dates, il faudra que je vous les redise. Je disais que dans l'ensemble, les résultats, enfin disons les travaux étaient de bonne qualité. Si en consultant votre note, vous vous rendez compte que vous avez une note beaucoup plus faible que ce que vous imaginiez, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander pourquoi, à m'expliquer que vous attendiez un résultat différent pour une raison quelconque, et je vous donnerai des détails. Il faut le faire individuellement parce que, évidemment, comme je reçois au total entre Master 1, Master 2, le séminaire, les cours, j'ai plus de 100, 150 dossiers que je reçois. Je ne peux pas les annoter tous individuellement et tous vous les renvoyer, donc je le fais uniquement pour les étudiants, tous les étudiants qui le demandent. Si vous avez eu une note correcte, c'est-à-dire 13, 14 ou plus, eh bien ça signifie que vous pouvez continuer comme vous l'avez fait au premier semestre et que vous pouvez achever votre travail dans les mêmes conditions. Si vous avez une note basse, disons en dessous de 12 ou moins de 10, bon, il y a très peu de cas comme ça, si je me souviens bien. Là, vous prenez contact et je vous explique quel a été le problème. Bon, dans certains cas, je pense que il me semble que les notes les plus faibles que j'ai données étaient pour des traductions en français qui étaient de très très mauvaise qualité, hein, c'est-à-dire une traduction en français où le texte écrit en français est incompréhensible tellement il est mal écrit. Donc, bon, dans ces cas-là, peut-être que vous savez vous-même que vous avez fait le travail rapidement, sans approfondir, et donc il n'y a pas de surprise. Hein, si vous avez une mauvaise note et que vous avez peu travaillé, c'est normal, c'est pas la peine de vous poser de grandes questions. En revanche, si vous pensez avoir bien fait et que vous avez un mauvais résultat, là, il faut vous inquiéter et me poser la question. Hein. Voilà. Alors, je laisserai un temps aussi à la fin du cours pour que vous puissiez éventuellement poser des questions, évidemment, sur le cours d'une part et d'autre part sur d'autres problèmes éventuels hein, d'organisation du deuxième semestre.
J'espère donc vous avez pu faire une rentrée depuis hier. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres cours à part le séminaire. Oui, il y a aussi le séminaire de Franck Neveu qui a dû avoir lieu normalement. J'espère que vous avez pu reprendre vos cours dans de bonnes conditions. En tout cas, il ne faut pas hésiter à prévenir les professeurs si vous avez le moindre problème. Hein. Vous savez que les professeurs sont très soucieux du bien-être, disons, de leurs étudiants. Et nous savons que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, les conditions sont très difficiles. Hein, et donc, nous sommes vraiment tous les professeurs de l'UFR mobilisés pour vous aider dans la mesure du possible à passer le cap de cette année. Hein. Il est vrai qu'il faut s'attendre à finir le semestre à distance, comme nous l'avons commencé, malheureusement. Mais il est très probable que la rentrée prochaine soit à peu près normale, ou tout au moins aille vers la normale. Et donc, compte tenu donc, du fait que les vaccins vont se développer, bon, certes, il faut encore un peu de patience, mais cette situation ne va pas durer au-delà de l'année prochaine. Enfin, je veux dire qu'en septembre, octobre, au pire, en janvier prochain, vraiment au pire. Mais je pense quand même qu'à la rentrée prochaine, nous aurons une vie à peu près normale et de mois en mois, de plus en plus normale. Donc, il reste à passer là un cap difficile de janvier, enfin pour vous, pour les cours, de janvier jusqu'à mi-mai. Enfin de janvier, non, de février jusqu'à mi-mai, hein, février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois. 4 mois qui vont, pour certaines d'entre vous, être peut-être bon, pénibles, lourds, parce qu'on vous demande beaucoup de travaux personnels, hein, on sait bien, en master. Et donc, voilà, je voulais surtout vous dire qu'il ne faut pas rester isolé. Si vous avez des difficultés, il faut tout de suite prévenir des professeurs, soit le professeur avec qui vous faites votre mémoire, soit la scolarité, l'administration, enfin, la personne avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, vous prévenez si vous avez un problème, une difficulté pour suivre les cours. Globalement, encore une fois, hein, les résultats étaient de bonne qualité et donc globalement, on a quand même l'impression que la majorité des étudiants suivent bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on commence? Peut-être des problèmes particuliers, soit personnels, soit qui peuvent intéresser les étudiants et les étudiantes de la promotion? Non? Bon. Alors, écoutez, on va commencer le cours. Je vais faire un rappel parce que là, il y a eu quand même une coupure assez longue. Donc, je rappelle d'abord le plan du cours. Hein. Nous étions arrêtés à la question de la catégorisation, qui est donc le premier des grands concepts très spécifiques des linguistiques cognitives que nous avons étudiés. Donc aujourd'hui, je vais reprendre bon, assez brièvement ce que nous avons déjà vu sur les différents processus de catégorisation, les différentes modélisations plutôt de la catégorisation. Hein, vous vous souvenez, avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes d'une part et la sémantique du prototype d'autre part. Et ensuite, on verra comment les auteurs qui sont les auteurs représentatifs du courant des linguistiques cognitives prennent en charge ce concept. Moi, je voulais expliquer jusqu'à présent d'une manière complètement dégagée des citations, des textes des auteurs auxquels on s'intéresse. Mais là, après ce rappel des notions principales que nous avons vues au premier semestre sur cette question de la catégorisation, on regardera comment Lakoff, en particulier Lakoff et Johnson, ou Lakoff dans le livre Women, Fire and Dangerous Things, comment il prend en charge les enjeux de ce concept. Alors, et puis donc ensuite, hein, quand on aura terminé sur la catégorisation, on va explorer un autre grand concept qui sera celui de la métaphore conceptuelle, très classique, très connu aussi, et on commencera à travailler là-dessus la semaine prochaine.
Alors, passons donc au rappel de ces deux modèles de la catégorisation. Je vous rappelle que nous avions vu un premier modèle qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou le modèle aristotélicien, qui se caractérise par le fait de considérer qu'une catégorie se caractérise au fond par des propriétés qu'ont les membres. C'est-à-dire qu'on va dire que on va vérifier l'appartenance à la catégorie, on va décider l'appartenance à la catégorie d'un membre en fonction des propriétés qui sont caractéristiques de la catégorie. Par exemple, vous allez dire la catégorie oiseau, elle se caractérise par deux propriétés. Être vertébré, avoir des plumes. Bon. Eh bien, tout objet qui aura, ou tout être qui aura ces deux propriétés, on va le mettre dans la catégorie oiseau. Et inversement, si je dis que quelque chose qu'on ne connaît pas appartient à la catégorie oiseau, j'en déduis immédiatement qu'il a ces deux propriétés. Donc ça, c'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes qui se base sur des propriétés que n'ont ou que n'ont pas les membres. Donc, retenez bien, il y a la notion de catégorie et la notion de membre ou d'instance d'une catégorie. Donc on avait vu que c'était comme ça qu'on classe, par exemple, scientifiquement, toutes sortes de choses, dont par exemple des êtres vivants. Et alors, ce qu'on avait remarqué, c'est que ce modèle, s'il est utile pour la classification scientifique, eh bien, il ne reflète pas notre façon naturelle, ordinaire de catégoriser, parce que dans la catégorisation spontanée, d'abord, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Je vous avais montré des exemples avec le meuble, le vêtement. On voyait que pour certains objets, on hésite à les mettre dans la catégorie meuble ou dans la catégorie vêtements. J'avais donné l'exemple du piano, pour lequel on peut douter, on peut hésiter sur est-ce qu'il appartient à la catégorie meuble. Ou alors un abat-jour, est-ce que ça appartient à la catégorie meuble, un abat-jour d'une lampe. Bon, c'est pas évident, et puis on pourrait trouver toutes sortes d'exemples. Bon, donc, il y a des cas où on ne sait pas trop si un élément appartient ou pas à la catégorie. Donc les frontières des catégories ne sont pas nettes dans notre catégorisation ordinaire. On avait vu aussi avec l'exemple des vêtements que s'il y a des vêtements comme le pantalon, la chemise, la veste, qui sont des vêtements prototypiques, il y a des vêtements, enfin des objets qui sont un peu à la frontière de la catégorie, une ceinture, des lacets de chaussures. Bon, voilà, on ne sait pas trop si ces objets sont vraiment des vêtements ou pas. Est-ce qu'on les met dans la catégorie vêtements ou pas? Bon, donc on voit bien qu'on utilise dans le vocabulaire, par le lexique, parce que finalement, là, il est question du point de vue linguistique du lexique en tant qu'il véhicule des catégories. Le mot meuble, là je ne parle pas de la catégorie meuble, mais le mot meuble véhicule la catégorie meuble, le mot vêtement véhicule la catégorie vêtements, etc. Bon, donc on voit qu'on est tout à fait capable d'utiliser ces mots, alors qu'on n'a pas une idée très claire de la catégorie. Pour utiliser couramment le mot meuble ou le mot vêtement, je n'ai pas besoin d'avoir en tête une définition avec une liste de propriétés. Je n'ai pas besoin de savoir qu'un vêtement, tout X qui a telle propriété, est un vêtement. Je le fais spontanément à partir de quelques prototypes, c'est-à-dire que je vais avoir des prototypes qui vont avoir un certain nombre de points communs, et tout ce qui ressemble au prototype, je vais le mettre dans la catégorie. Donc on passe d'un modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire basé sur des propriétés objectives des membres, à un modèle fondé sur la similarité avec le prototype, et donc c'est ce qu'on appelle la sémantique du prototype. Alors, dans la sémantique du prototype, il y a deux idées principales. Il y a d'abord ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire la notion de prototype d'une catégorie, le fait que tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents, c'est-à-dire que contrairement au modèle des conditions nécessaires et suffisantes, où au fond, n'importe quel oiseau, du moment qu'il a les deux propriétés, il est oiseau au même titre que les autres. Même une autruche ou un pingouin, du moment que c'est un vertébré qui a des plumes, il appartient à la catégorie oiseau. La catégorie, finalement, elle est claire, elle est précise, mais
au fond, elle n'a pas beaucoup d'informations. Enfin, je veux dire que ça met dans le même tas des choses quand même assez différentes, hein. Je veux dire que le pingouin et le rouge-gorge, bon, ou l'autruche, sont quand même des oiseaux extrêmement différents, mais bon, ils sont mis comme s'ils étaient équivalents, hein, vraiment équivalents, dans la catégorie oiseau. Alors que dans le cas de la sémantique du prototype, on va avoir un prototype de l'oiseau, qui va être, par exemple, le moineau ou le rouge-gorge, peu importe, un petit oiseau qui vole. Bon. Et puis, des oiseaux au sens scientifique du terme, mais qui ne volent pas, comme l'autruche ou le pingouin, vont être considérés comme, certes faisant peut-être partie de la catégorie, mais pas du tout au centre de la catégorie. Ce seront des oiseaux qui sont moins oiseaux que d'autres. Le pingouin et l'autruche sont peut-être des oiseaux, mais ils sont de moins bons représentants de la catégorie oiseau que le moineau ou le rouge-gorge ou même le corbeau. Donc tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents. Hein. Tous les oiseaux ne se valent pas. Certains oiseaux sont, d'une certaine façon, dans la sémantique du prototype, on est amené à dire, je le dis pour illustrer un peu la notion, que certains oiseaux sont plus oiseaux que d'autres. Hein. Je veux dire par là que le rouge-gorge ou le moineau est plus oiseau que le pingouin ou l'autruche. Bon. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, si d'un point de vue scientifique, purement scientifique, un oiseau possède ces deux catégories d'être vertébré, ces deux propriétés, pardon, d'être vertébré et d'avoir des plumes, du point de vue de l'être humain, hein, et là, vous voyez, on va commencer à basculer, et ça, vous allez retrouver ça dans les textes de Lakoff, on bascule d'un point de vue qu'on peut appeler objectiviste à un point de vue qu'on peut appeler expérientialiste. Hein, du point de vue de l'être humain, non plus du point de vue d'un regard scientifique parfaitement objectif, mais d'un point de vue purement humain, ce qui est oiseau dans une certaine culture, enfin en tout cas dans les cultures qui disons, pour ne pas m'étendre au-delà de ce que je connais, disons les cultures européennes ou semblables aux cultures européennes, bon, un oiseau c'est typiquement un petit animal qui vole. Bon. Donc d'où le fait que le prototype de l'oiseau soit le rouge-gorge ou le moineau, etc. Mais c'est vrai que cette propriété-là, un petit animal qui vole, qui a des ailes, ça ne fait pas partie du tout d'une description scientifique recevable. Hein. Mais c'est ce qu'est un oiseau pour un être humain. Donc, on voit là que la sémantique du prototype, elle prend en charge le fait que c'est une expérience, c'est un être humain plongé dans un certain monde qui fabrique des catégories. Et ce ne sont pas des catégories objectives de la science. Donc vous voyez, il faut avoir à l'esprit que finalement, ces deux modèles des catégories, ce sont des modèles, ce ne sont pas des modèles, comment dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur champ d'applicabilité, si j'ose dire. C'est-à-dire que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes correspond à un regard scientifique objectif sur les choses. On a besoin dans certains cas d'un regard de ce type-là. Hein, on en a besoin dans la science précisément lorsque on veut faire de la médecine, de la physique, de la chimie, de la biologie. Voilà, quand on travaille dans des domaines scientifiques où effectivement on a besoin de catégories tranchées, objectives, etc. Mais lorsqu'on parle de la connaissance de l'être humain, lorsqu'on étudie l'être humain en tant qu'être humain, eh bien, la catégorisation, à ce moment-là, elle ne correspond plus à ce concept de catégorisation scientifique. Elle correspond à une catégorisation naturelle, spontanée. Comment les êtres humains, dotés d'un certain système cognitif, effectuent spontanément leur catégorisation. Et là, on peut voir que, spontanément,
on peut constater que, ou tout au moins on peut faire l'hypothèse que spontanément, on catégorise plutôt selon la ressemblance avec un prototype que selon des propriétés. Autrement dit, pour savoir si quelque chose que je vois est un oiseau, ben, je vais vérifier s'il vole, s'il a des ailes, c'est-à-dire s'il se rapproche, s'il est proche de ce qui est pour moi un oiseau prototypique. Je vais vérifier la ressemblance avec le moineau, le rouge-gorge, etc. Et si c'est loin de ça, ben, je vais douter du fait que c'est un oiseau. Je ne vais pas analyser objectivement l'entité considérée en regardant toutes ses propriétés pour vérifier si les propriétés correspondent à la catégorie oiseau. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne cognitivement pour l'être humain. Bon, donc ça c'est la première chose. Il y a le prototype d'une catégorie. Et puis, ça c'est quand même une invention extrêmement intéressante. Et la deuxième invention, enfin si vous voulez, la deuxième découverte plutôt, c'est l'idée de niveau de base. C'est-à-dire l'idée que tous les niveaux dans la hiérarchie des catégories ne sont pas équivalents. Alors ça, c'est une idée vraiment révolutionnaire parce que je trouve d'ailleurs que personnellement qu'on ne met pas assez l'accent sur le caractère vraiment extrêmement novateur de cette découverte faite par Eleanor Roche et d'autres. Parce que finalement, depuis Porphyre, depuis Aristote, on a une conception des catégories et de la catégorisation qui est une conception logique dans laquelle finalement, le niveau dans la hiérarchie des catégories n'a aucune importance. C'est-à-dire que voilà, vous prenez, je ne sais pas moi, une voiture, pour la désigner, vous prenez votre voiture, hein, vous avez une voiture, eh bien, pour parler de cette voiture, vous pouvez utiliser n'importe quelle catégorie véhiculée par un nom. Hein. Vous pouvez dire, vous pouvez en parler en disant c'est un véhicule, c'est un objet, c'est une chose, c'est une voiture, c'est une Renault, c'est je sais pas moi, une Renault de tel type et de telle couleur. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce même objet, compte tenu du fait que la hiérarchie des hyperonymes et des hyponymes qu'on a vu précédemment, elle n'a pas de fin, au fond, quasiment pas. Hein. Je veux dire qu'on peut monter très haut dans la généralité, bon, jusqu'à des notions extrêmement générales comme être ou chose. Et puis on peut descendre très bas dans la spécificité. Donc, au fond, il y a une quantité immense de possibilités de dénomination, donc d'utilisation de diverses catégories emboîtées les unes dans les autres pour désigner un objet donné. Et au fond, jusqu'aux années 75-80, on ne se posait pas la question de savoir si un des niveaux dans la hiérarchie catégorielle avait une priorité ou pas. Hein. Et ça, c'est quand même le fait de découvrir qu'il y a un niveau de base qui est le niveau préféré. C'est une découverte vraiment, enfin, qui bouleverse des croyances très anciennes, enfin, disons des théories très anciennes, mais si vous voulez, ce bouleversement, il vient du même geste, c'est-à-dire de considérer la catégorisation non plus d'un point de vue purement logique, mais aussi d'un point de vue cognitif. Alors, donc, quand on considère ces deux caractéristiques du prototype, donc je vous rappelle l'exemple que j'avais donné pour le moineau, enfin pour l'oiseau, vous voyez, où on voit, pour essayer de se représenter visuellement un petit peu les implications de la sémantique du prototype, on voit qu'au centre, on a effectivement un oiseau qui ressemble au moineau, etc. Et puis dans la périphérie, on a des choses comme l'autruche, le pingouin, etc. Dans certains modèles, il y a le kiwi aussi. Même chose pour les meubles, hein, vous voyez que les prototypes de meubles, donc ce sont des prototypes, hein, c'est chaises, table, canapé éventuellement, hein, et donc il y a toutes sortes de protocoles expérimentaux pour le vérifier, on va y revenir plus tard.
Mais là, j'avais donné quelques exemples. Donc encore une fois, vous voyez, on a le centre de la catégorie, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à une chaise, une table, un canapé, tout ce qui ressemble à ces prototypes, on va très facilement les mettre dans la catégorie meubles. Par contre, une télévision, un réfrigérateur, tout ça, ce sont des meubles beaucoup moins prototypiques. Bon, sur la hiérarchie des catégories, donc le fait qu'il y a un niveau de base par rapport auquel se définissent le niveau superordonné ou supraordonné et le niveau subordonné ou infraordonné. Hein, les terminologies sont un petit peu flottantes sur ce plan, mais on voit bien que ça signifie exactement la même chose. Si vous prenez le domaine qui est ici indiqué des animaux, vous avez donc, il faut partir du niveau de base. Hein. Le niveau superordonné et infraordonné se définissent par rapport au niveau de base. C'est le niveau de base qui est le point de départ. Donc le niveau de base pour désigner un animal, eh bien, ce sera quelque chose comme chat, chien, lapin, etc. C'est-à-dire que si vous montrez, par exemple dans des épreuves de dénomination, si vous montrez à des gens des images avec des animaux, avec par exemple une image d'un chien, eh bien spontanément la personne va dire c'est un chien. Elle ne va pas dire c'est un animal, elle ne va pas dire c'est un vertébré, elle ne va pas dire c'est un être, elle ne va pas dire, elle ne va pas non plus dire spontanément c'est un teckel à poil ras ou c'est tel type de caniche. Non, elle va dire c'est un chien. Donc il y a vraiment un niveau de base qui est préféré. Encore une fois, vous voyez, c'est pas du tout du point de vue logique, là c'est du point de vue cognitif. Le point de vue logique, il demeure dans les relations d'implication, d'inclusion réciproque. Hein, c'est-à-dire la catégorie animale est plus vaste, elle inclut les différentes sous-catégories qui elles-mêmes incluent d'autres sous-catégories. Ça, cette dimension de l'inclusion, elle garde sa pleine valeur logique. Hein, mais en revanche, le fait qu'il y ait un niveau de base qui soit préféré n'est absolument pas prévisible du point de vue logique. Ça, c'est vraiment l'apport du point de vue cognitif. Donc, pour les animaux, ce sera donc chien, le niveau de base, et puis animal, le niveau superordonné, boxer, ou n'importe quel type de chien, le niveau subordonné. Pour des fruits, ben, le niveau superordonné, ce sera fruits, le niveau de base, pommes, poires, etc. Et puis le niveau subordonné, donc le sous-type de pommes, et puis même chose pour les chaises, etc. etc. Donc, cette distinction entre niveau de base et niveau superordonné se justifie pour toutes sortes de raisons. Je n'y reviens pas, hein, je les ai déjà expliquées, mais globalement, il y a 4 aspects qui montrent que le niveau de base est fondamental par rapport aux autres. D'abord, on peut le dessiner, hein, il y a une forme perçue. Vous voyez, quand on vous parle, vous ne pouvez pas dessiner un fruit. Si on vous dit dessiner un fruit, bah, vous êtes obligé de dessiner soit une pomme, une poire, etc. Bon, donc, bien sûr, vous pouvez dessiner plus précis, un type de pomme, par exemple, mais en tout cas, le niveau de base, c'est le plus abstrait, le plus général que vous pouvez encore dessiner, donc qui a une forme perçue générale. Bon, et puis après, il y a toutes sortes d'autres caractéristiques. La fonction, le fait qu'il corresponde à un programme moteur général, c'est-à-dire que vous vous comportez avec cet objet d'une certaine façon, ben ça, c'est lié au fond à la première idée. Hein. C'est l'idée que c'est un objet qui a une certaine caractéristique à la fois visuelle, mais aussi pratique. Bon. Du point de vue de la communication, on remarque, semble-t-il, que les mots du niveau de base sont plus courts et plus couramment utilisés et que ce sont les premiers appris, donc ceux qui ont l'âge d'acquisition le plus bas. Hein, vous savez qu'en psychologie, en psycholinguistique, on parle de l'AOA, Age of Acquisition, pour les mots, c'est une mesure assez commune hein, pour caractériser le vocabulaire des individus. Et puis, du point de vue de l'organisation des connaissances, eh bien, la plupart des attributs des membres d'une catégorie sont stockés à ce niveau-là, au niveau de base. Donc, les principales caractéristiques, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. Hein. Il y a une structure interne prototypique, un degré de représentativité des exemplaires qui correspond au degré d'appartenance à la catégorie. On a vu que, contrairement au modèle des conditions nécessaires et suffisantes où les frontières de la catégorie sont rigides, et bien là, les frontières de la catégorie sont floues. Bon, le point suivant, numéro 4, disons,
oriente du côté philosophique avec cette notion d'aire de famille chez Wittgenstein, mais enfin, il faudrait là approfondir la notion, mais quand on dit juste ça, ça n'apporte pas grand-chose. Mais simplement, c'est une direction, si vous voulez, de réflexion. On peut voir comment cette notion de sémantique du prototype se rapproche du concept de ressemblance de famille chez Wittgenstein, mais là, c'est un point que je laisserai de côté. L'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, on l'a vu, et puis enfin, la catégorisation s'effectue d'une façon globale. Comme je l'ai déjà dit, hein, lorsqu'on catégorise, on le fait d'une façon plus ou moins globale, automatique. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, la catégorisation, c'est pas forcément conscient. Hein. C'est conscient quand on a un problème, par exemple. Et là, on peut imaginer qu'effectivement, quand on a un problème de catégorisation, qui peut arriver lorsqu'on tombe sur un objet qu'on ne connaît pas du tout, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, bon ben là, on va regarder peut-être un petit peu plus les propriétés, mais on va quand même spontanément rapprocher cela de quelque chose qu'on connaît. Il y a une expérience très, très simple pour prendre conscience de cela, c'est l'expérience musicale. Hein. Quand vous écoutez de la musique, très souvent, vous rapprochez ce que vous entendez de quelque chose que vous connaissez déjà. Donc vous avez des catégories musicales qui sont là, qui sont plus ou moins précises, hein, qui vont être voilà, soit des grandes catégories du type musique classique, rock, ou je ne sais quoi, rap. Bon, et puis vous avez des catégories beaucoup plus précises, hein, qui vont être des sous-catégories, par exemple, à l'intérieur de la musique classique, la musique baroque, ou à l'intérieur du rock, je ne sais pas moi, le rock, le heavy metal, peu importe. Bon, donc, quand vous entendez une musique que vous ne connaissez pas, bon, vous allez d'abord l'identifier dans une grande catégorie assez facilement, et puis ensuite vous aurez tendance à la rapprocher d'autres catégories que vous connaissez, éventuellement même de catégories très très précises. Hein. Si cette musique correspond à un genre duquel vous n'êtes pas du tout familier, par exemple, imaginons que vous ne soyez pas du tout amateur de musique rap, bon. Et qu'un de vos amis vous fait écouter un morceau qu'il trouve extraordinaire, etc. Donc qu'est-ce que vous allez entendre? Ben, vous allez entendre du rap. Vous allez entendre un morceau de rap comme n'importe quel autre. Hein. Et pour vous, ça n'aura pas d'identité plus précise que cela. Votre catégorisation, elle sera limitée à une très grande catégorie qui est, voilà, un morceau de rap. Vous aurez peut-être un ou deux modèles en tête de morceaux très célèbres de cette catégorie, et puis c'est tout. Alors que votre ami, qui est un grand amateur de ce type de musique, et pour lui, il y a plusieurs sous-catégories de rap, et des sous-sous-catégories, et des musiciens célèbres qui ont un style très particulier, reconnaissable, et cette musique nouvelle, il va la rapprocher de telle ou telle influence, etc., etc. Bon, vous voyez, tout ça correspond à des expériences extrêmement ordinaires que tout le monde ressent. Et tout cela, c'est le fonctionnement de notre système de catégorisation. Et ça se fait d'une manière globale. Voyez. Immédiatement, on va reconnaître une ressemblance, une similarité entre cette musique et une autre. On ne va pas commencer à... Alors ensuite, quand on discute, on argumente. Là, on va dire, ah oui, tu entends le rythme, là, ça fait penser au rythme de machin. Donc là, on va commencer à isoler des propriétés éventuellement et à comparer avec des propriétés. Bon, mais n'empêche que globalement, on va plutôt, très spontanément, disons, effectuer des rapprochements avec des choses déjà connues. Et ce type de rapprochement, encore une fois, j'ai déjà probablement eu l'occasion de le souligner, cette similarité, cette aptitude de l'être humain à utiliser des similarités entre des entités, quelles qu'elles soient, là, bon, je prends un exemple un peu improvisé de la musique, c'est une propriété extrêmement subtile. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de difficultés à fabriquer un logiciel qui effectue quelque chose d'équivalent. Hein. Un logiciel qui fait de la similarité entre de la musique, il va se baser sur voilà, le fait que des gens qui ont fait une requête sur tel type de style musical ont fait aussi une requête sur tel autre type. Bon, mais c'est extrêmement grossier. Hein. Mais le fait de pouvoir rapprocher tel musicien de tel autre qui est apparemment lointain, mais où vous percevez
quelque chose d'un peu commun. Je le dis pour la musique, mais on pourrait le dire pour les films, pour toutes sortes de choses, hein, pour les livres, bien sûr. Bon, ça, cette perception globale de la similarité, c'est une des, comment dire, un des talents, j'allais dire, enfin, une des propriétés du système cognitif humain qui est inégalable technologiquement. Hein. Je veux dire que nos capacités d'exploitation des similarités entre les choses est une capacité extrêmement subtile et complexe, hein, et qui est très difficile à modéliser en réalité. Alors, maintenant, voyons ce que dit Lakoff. Là, je vous ai expliqué d'une manière très, si vous voulez, scolaire, si j'ose dire, hein, ces notions de catégorie, de catégorisation, sémantique du prototype, conditions nécessaires et suffisantes. Alors maintenant que vous avez bien compris tout cela, on peut revenir au texte de Lakoff et mieux comprendre, évidemment, ce qu'il dit que si je ne vous avais pas expliqué tout ça. Alors, d'abord, pour Lakoff, il est clair que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ça je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, caractérise l'objectivisme. Alors, je vous donne le texte avec ma traduction. Quand j'ai eu le temps de traduire, je l'ai fait. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait pour toutes les citations, on va voir. We will be calling the traditional view objectivism for the following reason. Donc nous appellerons objectivisme alors là, attendez, il y a une erreur, je me suis trompé dans la traduction, c'est pas du tout ça, j'ai dû aller trop vite là. C'est simplement, nous appelons le point de vue traditionnel objectivisme pour les raisons suivantes. Hein. Nous appellerons objectivisme le point de vue traditionnel pour les raisons suivantes. Je vais corriger tout de suite. Là, vous voyez, hein, quand on va trop vite, on fait des erreurs énormes de traduction. Nous appellerons objectivisme le point de vue traditionnel, donc pour les raisons suivantes. Voilà. Nous appellerons objectivisme le point de vue traditionnel pour les raisons suivantes. Donc le point de vue traditionnel. Vous voyez, objectivisme, ça va être rejeté au bénéfice de, bien sûr, expérientialisme. Alors, modern attempts to make it work assume that rational thought consists of the manipulation of abstract symbols and that these symbols get their meaning via a correspondence with a world objectively construed that is independent of the understanding of any organism. Donc, les tentatives modernes de justifier, hein, to make it work, de le faire fonctionner, hein, j'ai traduit par de le justifier, suppose que la pensée rationnelle, rational thought, consiste en la manipulation de symboles abstraits, manipulation of abstract symbols, et que ces symboles obtiennent leur signification, get their meaning, par une correspondance avec le monde, via a correspondence with the world, interprétée objectivement, objectively construed, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension de l'organisme, independent of the understanding of any organism, donc de tout organisme quel qu'il soit. Hein. Alors, je vais finir de traduire la citation et je commenterai ensuite. Hein. Donc, un ensemble de symboles placés en correspondance avec un monde objectivement structuré. A collection of symbols placed in correspondence with an objectively structured world is viewed et considéré comme
a representation of reality, comme une représentation de la réalité. Selon le point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle, all, j'ai pas surligné ici, mais c'est surligné, toute la pensée rationnelle tout entière, j'aurais dû traduire peut-être d'ailleurs, ça aurait été meilleur, implique la manipulation de symboles abstraits, involves the manipulation of abstract symbols, which are given meaning only via conventional correspondences with things in the external world. Donc, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits qui n'ont de sens que par le biais de correspondances conventionnelles, hein, conventional correspondences, avec des choses dans le monde extérieur. Bien. Alors, reprenons un peu les notions dans cette citation. Alors, ce point de vue traditionnel que caractérise le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il suppose donc, pour Lakoff, que la pensée rationnelle consiste, je cite, donc en la manipulation de symboles abstraits. Alors, vous voyez que, depuis le début, depuis le premier semestre, j'ai insisté lourdement sur le fait que très souvent, dans le courant des linguistiques cognitives, les thèses sont présentées par opposition à celles de Chomsky. Donc là, c'est clair à nouveau qu'on a l'idée qu'il y a des symboles abstraits, c'est une opposition au point de vue chomskien. Mais l'idée simplement ici, c'est que ces symboles abstraits, donc ce seraient par exemple les signifiants, hein, les signifiants, les sons, ou les graphèmes, si vous voulez, auxquels correspondent donc des choses. D'accord ? Des choses, c'est-à-dire une correspondance avec le monde interprétée objectivement. Donc on aurait ici, selon cette vue objectiviste, l'idée que le monde est structuré d'une certaine façon et qu'on utilise des symboles abstraits, et on va le voir après, la chose est précisée, des symboles conventionnels, purement conventionnels, des symboles purement conventionnels pour désigner des choses qui sont à l'extérieur, qui existent objectivement, indépendamment de tout être vivant. Hein. Quand on voit ici organisme, au fond, vous voyez dans la première phrase, hein, que ces symboles obtiennent leur signification avec le monde interprété objectivement, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension de l'organisme. Il faut comprendre ici de l'organisme, de l'être vivant qui est dans ce monde. Hein. Pas forcément d'ailleurs de l'être humain, mais là en l'occurrence, puisqu'on s'intéresse au langage, c'est plutôt de l'être humain. Mais au fond, ici, la notion d'organisme est reliée à l'idée qu'il y a un être qui utilise ces symboles. Hein. Donc, le point de vue objectiviste pour Lakoff, c'est un point de vue qui met complètement entre parenthèses le fait que c'est un organisme, un être qui perçoit le monde. Et donc, simplement, il y a un monde où il n'y a pas besoin d'être vivant, il y a un monde avec des choses et puis des symboles qui sont associés à ces choses du monde. Hein. Donc, ça, c'est un premier aspect de l'objectivisme pour Lakoff. Hein. Donc, on a une description objective du monde, et puis des symboles qui correspondent à différents aspects de cette description objective. Et puis ensuite, il y a cette idée que la raison, le raisonnement, c'est simplement la manipulation de symboles. Alors ça, vous voyez, on l'a bien dans cette phrase, voilà, dans la première phrase, hein, la pensée rationnelle consiste en la manipulation de symboles abstraits. Hein. Rational thought consists of the manipulation of abstract symbols. Bon, donc c'est clairement l'idée, là il y a
pas du tout d'ambiguïté. L'objectivisme moderne, hein, pour Lakoff, donc moderne, évidemment, il vise là aussi le premier cognitivisme, hein, on l'a vu dans les années 50 avec Chomsky et d'autres. La pensée est vue comme un traitement, une manipulation de symboles, hein, je veux dire comme un système de traitement de l'information avec des symboles abstraits qui sont manipulés, etc. Donc c'est très clairement le premier cognitivisme qui est vu ici, qui est analysé comme un objectivisme. Bien, alors voyons la suite. Dans la suite du texte, Lakoff donne un certain nombre de caractéristiques qui sont pour lui les caractéristiques les plus représentatives, si vous voulez, de l'objectivisme. Alors, ça se répète un petit peu, hein, je veux dire, notamment par rapport à la citation qu'on vient de voir, mais pour bien comprendre, il peut être utile d'entrer un peu dans les détails. Alors, on va traduire ces différentes caractéristiques. Alors, donc, parmi les idées les plus caractéristiques du point de vue objectiviste, alors, pardon, il y a encore une faute de frappe ici que je vais corriger tout de suite. Voilà. Parmi les idées les plus caractéristiques du point de vue objectiviste, on peut citer les suivantes. Alors, la première, thought, donc la pensée, is the mechanical manipulation of abstract symbols. La pensée est une manipulation mécanique de symboles abstraits. Donc ça, on vient de le voir dans la citation précédente. Il y a le terme mécanique qui est ajouté ici, hein, qui, bon, on pourrait commenter, mais qui veut simplement dire qu'il n'y a absolument aucune intervention, disons, psychologique sur ces symboles, hein. C'est un agencement purement mécanique de ces symboles. The mind is an abstract machine, donc l'esprit est une machine abstraite, manipulating symbols, qui manipule des symboles, essentially in the way computer does, donc comme le fait à peu près comme le fait un ordinateur, hein, c'est-à-dire par un calcul algorithmique, hein, algorithmic computation. Bon, donc ça, c'est la fameuse métaphore de l'esprit comme un ordinateur, qui est bien sûr tout à fait perçue comme quelque chose aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on s'en moque de cette métaphore. On dit, bon, ben voilà, il a fallu être bien naïf pour s'imaginer que l'esprit était, si j'ose dire, aussi simple qu'un ordinateur, l'esprit humain aussi simple qu'un ordinateur. Mais dans les années 50, c'était une idée porteuse, si j'ose dire, fructueuse, hein, pour évidemment resituer les idées dans leur contexte historique. Le fait de considérer l'esprit de cette façon a permis de faire avancer la connaissance dans une certaine direction. Mais 30 ans après, vous voyez, dans les années 80, on commence à se rendre compte, et c'est le cas de tout ce courant de la linguistique cognitive, des défaillances de cette métaphore. Hein. Et là, ce qui est pris en charge, c'est tout ce qui n'entre pas dans la métaphore de l'ordinateur. Alors, ensuite, troisième point, les symboles, symbols, donc par exemple les mots, les représentations mentales, get their meaning, obtiennent leur signification via correspondences to things in the external world, donc par le biais de correspondances avec des choses du monde extérieur. Bon, ça on l'a déjà vu, hein, ce sont des correspondances. Et all meaning is of this character, donc toute signification est de ce type, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est une sorte de généralisation. Et puis enfin, symbols that correspond to the external world, donc les symboles qui correspondent au monde extérieur, are internal representations of external reality. Donc c'est comme ça qu'est vu le lien entre, disons, le monde extérieur et le monde,
disons, et la psychologie humaine, hein, enfin, je veux dire, ce que les représentations mentales des êtres humains, c'est un modèle du reflet. Hein. Le monde externe est reflété de manière interne par ce système de symboles qui est en correspondance terme à terme avec la réalité. Donc c'est comme si on avait une sorte d'image de la réalité dans notre esprit. Hein. Selon Lakoff, c'est ça l'objectivisme. Je poursuis. Donc, abstract symbols may stand in correspondence to things in the world, independent of the particular properties of any organism. Donc là, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, cette mise en correspondance, les symboles abstraits peuvent correspondre à des choses du monde, mais indépendamment de propriétés particulières de tout organisme. Donc, quand on parle de ce qu'il y a à l'intérieur d'un organisme, les représentations mentales d'un organisme, l'organisme lui-même n'est pas pris en compte. Hein. On prend le monde et on fait un reflet du monde, et ce serait dans l'organisme. C'est la façon dont Lakoff perçoit l'objectivisme. Ça ne veut pas forcément dire du tout, évidemment, que Chomsky et les autres cognitivistes de première génération avaient des vues aussi naïves que cela. Hein. Mais c'est évidemment, on grossit un peu les traits de l'adversaire pour mieux l'attaquer ensuite. Hein. C'est un peu ça la stratégie de Lakoff ici. Ensuite, puisque l'esprit humain utilise des représentations internes de la réalité extérieure, since the human mind makes use of internal representation of external reality, the mind is a mirror of nature. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'esprit est un miroir de la nature. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure de correspondance terme à terme. Hein. L'esprit est un miroir de la nature. Il reflète la nature. Et and correct reason, donc j'ai traduit simplement par la raison, mais la raison qui fonctionne bien, la raison correcte littéralement, hein, mais on peut traduire tout simplement par la raison, je pense, ici. La raison reflète la logique du monde extérieur. Correct reason mirrors the logic of the external world. Donc il y aurait, il n'y a pas de logique spécifique à l'organisme qui perçoit. Hein. La logique qui préside au fonctionnement de ces représentations mentales, ce serait celle du monde extérieur. Et dernier point sur cette diapositive, il est donc accessoire, incidental, à la nature des concepts significatifs, hein, meaningful concepts, et de la raison, and reason, que les êtres humains ont le corps qu'ils possèdent, que les êtres humains donc have the bodies they have and function in their environment in the way they do. Donc c'est tout à fait accidentel donc que les êtres humains aient un corps et un certain environnement. Hein. Donc encore une fois, la dimension de l'expérience d'un organisme dans un environnement est complètement mise entre parenthèses. Le corps humain, les corps humains, bon, j'ai traduit par un singulier générique, ça revient au même, les corps humains peuvent jouer un rôle pour choisir dans le choix des concepts et des modes de la raison transcendantale qu'ils utilisent effectivement, mais les corps humains, hein, human bodies, play no essential role in characterizing what constitutes a concept, etc. Donc les êtres humains, les corps, hein, les corps des êtres humains le corps des êtres humains ne joue aucun rôle essentiel dans la caractérisation de ce qui constitue un concept ou de ce qui constitue la raison. C'est-à-dire que, bien sûr, le corps humain, l'organisme est mobilisé pour le choix, hein, selon le point de vue objectiviste, mais la nature des concepts et la nature de la raison est totalement indépendant du corps humain, puisque la nature des concepts et la nature de la raison proviennent des structures du monde extérieur. Et dernier point, donc,
La pensée est abstraite et désincarnée, abstract and disembodied. Donc ça, on verra que bien sûr l'opposé, ça va être la thèse de l'embodiment, hein, c'est-à-dire de l'incarnation, puisqu'elle est indépendante de toutes les limites du corps humain, independent of any limitations of the human body, du système perceptuel humain, hein, et du système nerveux humain, human perceptual system and human nervous system. Les machines qui ne font rien, alors là c'est le raisonnement inverse, hein. À partir du moment où on considère que du point de vue objectiviste, la pensée c'est manipuler des symboles abstraits, eh bien au fond, une machine qui manipule des symboles, eh bien on peut dire qu'elle pense, hein. Elle a des pensées, significatives, et elle a une raison. Donc un ordinateur, il pense, il a une raison, hein, selon ce point de vue. C'est simplement le renversement de la logique précédente. Et puis, dernière caractéristique ici, la pensée est atomistique, puisqu'elle peut être décomposée en éléments simples, hein, qui sont donc ces éléments simples, qui sont les symboles utilisés dans la pensée, qui sont ensuite combinés dans des groupes ou dans des complexes et manipulés selon des règles. Dernier point, la pensée est logique dans le sens technique étroit utilisé par les philosophes, c'est-à-dire qu'elle peut être modélisée avec précision par des systèmes du même type que ceux de la logique mathématique, donc des systèmes de symboles abstraits définis par les principes généraux de manipulation des symboles et des mécanismes d'interprétation de ces symboles en termes de modèles du monde. Donc vous voyez, là je ne commente pas parce qu'on a la répétition, vous voyez, c'est vraiment un texte qui se répète beaucoup, mais bon, qui essaie de vraiment enfoncer complètement les portes qu'il essaie d'ouvrir. Donc vous voyez, cet ensemble de caractéristiques de l'objectivisme pour Lakoff vise, à contrario, à caractériser ce qui va être sa position à lui, hein, et la position partagée par tous les chercheurs qui appartiennent à ce courant du cognitivisme en linguistique, enfin disons de la linguistique cognitive. Donc la pensée ne se réduit pas à une manipulation de symboles abstraits, la signification ne se réduit pas à une correspondance avec les entités du monde, le corps joue un rôle dans l'élaboration des représentations, et les processus mentaux ne sont pas atomistiques, mais globaux. Donc vous voyez, il suffit de prendre l'inverse de toutes les propositions qui caractérisent l'objectivisme pour, au fond, dégager ce qui est caractéristique de l'expérientialisme pour Lakoff. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il est déjà 14 heures. Donc, on va arrêter là, sauf si vous avez quelques questions, mais comme je sais que certaines d'entre vous ont un autre cours après, je vous propose de poser d'éventuelles questions au début du prochain cours. Je répète encore une fois que si vous avez des difficultés, il faut écrire au professeur, à moi ou à un autre professeur, peu importe, hein, n'hésitez pas, surtout, c'est très important. Ne restez pas isolés, hein, c'est ça vraiment la consigne principale. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on commence? Peut-être des problèmes particuliers, soit personnels, soit qui peuvent intéresser les étudiants et les étudiantes de la promotion? Non? Bon. Alors, écoutez, on va commencer le cours. Je vais faire un rappel parce que là, il y a eu quand même une coupure assez longue. Donc, je rappelle d'abord le plan du cours. Hein. Nous étions arrêtés à la question de la catégorisation, qui est donc le premier des grands concepts très spécifiques des linguistiques cognitives que nous avons étudiés. Donc aujourd'hui, je vais reprendre assez brièvement ce que nous avons déjà vu sur les différents processus de catégorisation, les différentes modélisations plutôt de la catégorisation. Hein, vous vous souvenez, avec
le modèle des conditions nécessaires et suffisantes d'une part, et la sémantique du prototype d'autre part. Et ensuite, on verra comment les auteurs qui sont des représentatifs, les auteurs représentatifs du courant des linguistiques cognitives prennent en charge ce concept. Moi, je voulais expliquer jusqu'à présent d'une manière complètement dégagée des citations, des textes des auteurs auxquels on s'intéresse. Mais là, après ce rappel des notions principales que nous avons vues au premier semestre sur cette question de la catégorisation, on regardera comment Lakoff, en particulier Lakoff et Johnson, ou Lakoff dans le livre Women, Fire and Dangerous Things, comment il prend en charge les enjeux de ce concept. Alors, et puis donc ensuite, quand on aura terminé sur la catégorisation, on va explorer un autre grand concept qui sera celui de la métaphore conceptuelle, très classique, très connu aussi, et on commencera à travailler là-dessus la semaine prochaine. Alors, passons donc au rappel de ces deux modèles de la catégorisation. Je vous rappelle que nous avions vu un premier modèle qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou le modèle aristotélicien, qui se caractérise par le fait de considérer qu'une catégorie se caractérise au fond par des propriétés qu'ont les membres. C'est-à-dire qu'on va dire que on va vérifier l'appartenance à la catégorie, on va décider l'appartenance à la catégorie d'un membre en fonction des propriétés qui sont caractéristiques de la catégorie. Par exemple, vous allez dire la catégorie oiseau, elle se caractérise par deux propriétés. Être vertébré, avoir des plumes. Bon. Eh bien, tout objet qui aura, ou tout être qui aura ces deux propriétés, on va le mettre dans la catégorie oiseau. Et inversement, si je dis que quelque chose qu'on ne connaît pas appartient à la catégorie oiseau, j'en déduis immédiatement qu'il a ces deux propriétés. Donc ça, c'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes qui se base sur des propriétés que n'ont ou que n'ont pas les membres. Donc, retenez bien, il y a la notion de catégorie et la notion de membre ou d'instance d'une catégorie. Donc on avait vu que c'était comme ça qu'on classe, par exemple, scientifiquement, toutes sortes de choses, dont par exemple des êtres vivants. Et alors, ce qu'on avait remarqué, c'est que ce modèle, s'il est utile pour la classification scientifique, eh bien, il ne reflète pas notre façon naturelle, ordinaire de catégoriser, parce que dans la catégorisation spontanée, d'abord, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Je vous avais montré des exemples avec le meuble, le vêtement, où on voyait que pour certains objets, on hésite à les mettre dans la catégorie meuble ou dans la catégorie vêtements. J'avais donné l'exemple du piano, pour lequel on peut douter, est-ce qu'on peut hésiter sur est-ce qu'il appartient à la catégorie meuble. Ou alors un abat-jour, est-ce que ça appartient à la catégorie meuble, un abat-jour d'une lampe. Bon, c'est pas évident, et puis on pourrait trouver toutes sortes d'exemples. Bon, donc, il y a des cas où on ne sait pas trop si un élément appartient ou pas à la catégorie. Donc les frontières des catégories ne sont pas nettes dans notre catégorisation ordinaire. On avait vu aussi avec l'exemple des vêtements que s'il y a des vêtements comme le pantalon, la chemise, la veste, qui sont des vêtements prototypiques, il y a des vêtements, enfin des objets qui sont un peu à la frontière de la catégorie, une ceinture, des lacets de chaussures. Bon, voilà, on ne sait pas trop si ces objets sont vraiment des vêtements ou pas. Est-ce qu'on les met dans la catégorie vêtements ou pas? Bon, donc on voit bien qu'on utilise dans le vocabulaire, par le lexique, parce que finalement, là, il est question du point de vue linguistique du lexique en tant qu'il véhicule des catégories. Le mot meuble, là je ne parle pas de la catégorie meuble, mais le mot meuble véhicule la catégorie meuble, le mot vêtement véhicule la catégorie vêtements, etc. Bon, donc on voit qu'on est tout à fait capable d'utiliser ces mots, alors qu'on n'a pas une idée très claire de la catégorie. Pour utiliser couramment le mot meuble ou le mot vêtement, je n'ai pas besoin d'avoir en tête une définition avec une liste de propriétés
Hein, je n'ai pas besoin de savoir qu'un vêtement, tout X qui a telle propriété est un vêtement. Je le fais spontanément à partir de quelques prototypes, c'est-à-dire que je vais avoir des prototypes qui vont avoir un certain nombre de points communs, et tout ce qui ressemble au prototype, je vais le mettre dans la catégorie. Donc on passe d'un modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire basé sur des propriétés objectives des membres, à un modèle fondé sur la similarité avec le prototype, et donc c'est ce qu'on appelle la sémantique du prototype. Alors, dans la sémantique du prototype, il y a deux idées principales. Il y a d'abord ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire la notion de prototype d'une catégorie, le fait que tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents, c'est-à-dire que, contrairement au modèle des conditions nécessaires et suffisantes, où au fond, n'importe quel oiseau, du moment qu'il a les deux propriétés, il est oiseau au même titre que les autres. Hein. Même une autruche ou un pingouin, du moment que c'est un vertébré qui a des plumes, il appartient à la catégorie oiseau. La catégorie, finalement, elle est claire, elle est précise, mais au fond, elle n'a pas beaucoup d'informations. Enfin, je veux dire que ça met dans le même tas des choses quand même assez différentes. Hein. Je veux dire que le pingouin et le rouge-gorge, ou l'autruche, sont quand même des oiseaux extrêmement différents, mais bon, ils sont mis comme s'ils étaient équivalents, hein, vraiment équivalents, dans la catégorie oiseau. Alors que dans le cas de la sémantique du prototype, on va avoir un prototype de l'oiseau, qui va être, par exemple, le moineau ou le rouge-gorge, peu importe, un petit oiseau qui vole. Bon. Et puis, des oiseaux au sens scientifique du terme, mais qui ne volent pas, comme l'autruche ou le pingouin, vont être considérés comme, certes faisant peut-être partie de la catégorie, mais pas du tout au centre de la catégorie. Ce seront des oiseaux qui sont moins oiseaux que d'autres. Hein. Le pingouin et l'autruche sont peut-être des oiseaux, mais ils sont de moins bons représentants de la catégorie oiseau que le moineau ou le rouge-gorge ou même le corbeau. Donc, tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents. Hein. Tous les oiseaux ne se valent pas. Certains oiseaux sont, d'une certaine façon, dans la sémantique du prototype, on est amené à dire, je le dis pour illustrer un peu la notion, que certains oiseaux sont plus oiseaux que d'autres. Hein. Je veux dire par là que le rouge-gorge ou le moineau est plus oiseau que le pingouin ou l'autruche. Bon. Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, si d'un point de vue scientifique, purement scientifique, un oiseau possède ces deux catégories d'être vertébré, ces deux propriétés, d'être vertébré et d'avoir des plumes, du point de vue de l'être humain, hein, et là, vous voyez, on va commencer à basculer, et ça, vous allez retrouver ça dans les textes de Lakoff, on bascule d'un point de vue qu'on peut appeler objectiviste à un point de vue qu'on peut appeler expérientialiste. Hein, du point de vue de l'être humain, non plus du point de vue d'un regard scientifique parfaitement objectif, mais d'un point de vue purement humain, ce qui est oiseau dans une certaine culture, enfin en tout cas dans les cultures qui disons, pour ne pas m'étendre au-delà de ce que je connais, disons les cultures européennes ou semblables aux cultures européennes, un oiseau c'est typiquement un petit animal qui vole. Bon. Donc d'où le fait que le prototype de l'oiseau soit le rouge-gorge ou le moineau, etc. Mais c'est vrai que cette propriété-là, un petit animal qui vole, qui a des ailes, ça ne fait pas partie du tout d'une description scientifique recevable. Hein. Mais c'est ce qu'est un oiseau pour un être humain. Donc, on voit là que la sémantique du prototype, elle prend en charge le fait que c'est une expérience, c'est un être humain plongé dans un certain monde qui fabrique des catégories. Et ce ne sont pas des catégories objectives de la science. Donc vous voyez, il faut avoir à l'esprit que finalement, ces deux modèles des catégories, ce sont des modèles, ce ne sont pas des modèles, comment dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur champ
d'applicabilité, si j'ose dire. C'est-à-dire que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes correspond à un regard scientifique objectif sur les choses. On a besoin dans certains cas d'un regard de ce type-là. Hein. On en a besoin dans la science précisément lorsque on veut faire de la médecine, de la physique, de la chimie, de la biologie. Voilà, quand on travaille dans des domaines scientifiques où effectivement on a besoin de catégories tranchées, objectives, etc. Mais lorsqu'on parle de la connaissance de l'être humain, lorsqu'on étudie l'être humain en tant qu'être humain, eh bien, la catégorisation, à ce moment-là, elle ne correspond plus à ce concept de catégorisation scientifique. Elle correspond à une catégorisation naturelle, spontanée. Comment les êtres humains, dotés d'un certain système cognitif, effectuent spontanément leur catégorisation. Et là, on peut voir que, spontanément, on peut constater que, tout au moins on peut faire l'hypothèse que, spontanément, on catégorise plutôt selon la ressemblance avec un prototype que selon des propriétés. Autrement dit, pour savoir si quelque chose que je vois est un oiseau, ben, je vais vérifier s'il vole, s'il a des ailes, c'est-à-dire s'il se rapproche, s'il est proche de ce qui est pour moi un oiseau prototypique. Je vais vérifier la ressemblance avec le moineau, le rouge-gorge, etc. Et si c'est loin de ça, ben, je vais douter du fait que c'est un oiseau. Je ne vais pas analyser objectivement l'entité considérée en regardant toutes ses propriétés pour vérifier si les propriétés correspondent à la catégorie oiseau. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne cognitivement pour l'être humain. Bon, donc ça c'est la première chose. Il y a le prototype d'une catégorie. Et puis, ça c'est quand même une invention extrêmement intéressante. Et la deuxième invention, enfin si vous voulez, la deuxième découverte plutôt, c'est l'idée de niveau de base. C'est-à-dire l'idée que tous les niveaux dans la hiérarchie des catégories ne sont pas équivalents. Alors ça, c'est une idée vraiment révolutionnaire parce que je trouve d'ailleurs que personnellement qu'on ne met pas assez l'accent sur le caractère vraiment extrêmement novateur de cette découverte faite par Eleanor Roche et d'autres. Parce que finalement, depuis Porphyre, depuis Aristote, on a une conception des catégories et de la catégorisation qui est une conception logique dans laquelle finalement, le niveau dans la hiérarchie des catégories n'a aucune importance. C'est-à-dire que voilà, vous prenez, je ne sais pas moi, une voiture, pour la désigner, vous prenez votre voiture, hein, vous avez une voiture, eh bien, pour parler de cette voiture, vous pouvez utiliser n'importe quelle catégorie véhiculée par un nom. Hein. Vous pouvez dire, vous pouvez en parler en disant c'est un véhicule, c'est un objet, c'est une chose, c'est une voiture, c'est une Renault, c'est je sais pas moi, une Renault de tel type et de telle couleur. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce même objet, compte tenu du fait que la hiérarchie des hyperonymes et des hyponymes qu'on a vu précédemment, elle n'a pas de fin, au fond, quasiment pas. Hein. Je veux dire qu'on peut monter très haut dans la généralité, bon, jusqu'à des notions extrêmement générales comme être ou chose. Bon. Et puis on peut descendre très bas dans la spécificité. Donc, au fond, il y a une quantité immense de possibilités de dénomination, donc d'utilisation de diverses catégories emboîtées les unes dans les autres pour désigner un objet donné. Et au fond, jusqu'aux années 75-80, on ne se posait pas la question de savoir si un des niveaux dans la hiérarchie catégorielle avait une priorité ou pas. Hein.
Et ça, c'est quand même le fait de découvrir qu'il y a un niveau de base qui est le niveau préféré, c'est une découverte vraiment, enfin, qui bouleverse des croyances très anciennes, enfin, disons des théories très anciennes, mais si vous voulez, ce bouleversement, il vient du même geste, c'est-à-dire de considérer la catégorisation non plus d'un point de vue purement logique, mais aussi d'un point de vue cognitif. Alors, donc, quand on considère ces deux caractéristiques du prototype, donc je vous rappelle l'exemple que j'avais donné pour le moineau, enfin pour l'oiseau, vous voyez, où on voit, pour essayer de se représenter visuellement un petit peu les implications de la sémantique du prototype, on voit qu'au centre, on a effectivement un oiseau qui ressemble au moineau, etc. Et puis dans la périphérie, on a des choses comme l'autruche, le pingouin, etc. Dans certains modèles, il y a le kiwi aussi. Bon, même chose pour les meubles, vous voyez que les prototypes de meubles, donc ce sont des prototypes, c'est chaises, tables, canapés éventuellement, et donc il y a toutes sortes de protocoles expérimentaux pour le vérifier, on va y revenir plus tard, mais là j'avais donné quelques exemples. Donc encore une fois, vous voyez, on a le centre de la catégorie, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à une chaise, une table, un canapé, tout ce qui ressemble à ces prototypes, on va très facilement les mettre dans la catégorie meubles. Par contre, une télévision, un réfrigérateur, tout ça, ce sont des meubles beaucoup moins prototypiques. Bon, sur la hiérarchie des catégories, donc le fait qu'il y a un niveau de base par rapport auquel se définissent le niveau superordonné ou supraordonné et le niveau subordonné ou infraordonné, les terminologies sont un petit peu flottantes sur ce plan, mais on voit bien que ça signifie exactement la même chose. Si vous prenez le domaine qui est ici indiqué des animaux, vous avez donc, il faut partir du niveau de base. Le niveau superordonné et infraordonné se définissent par rapport au niveau de base. C'est le niveau de base qui est le point de départ. Donc le niveau de base pour désigner un animal, eh bien, ce sera quelque chose comme chat, chien, lapin, etc. C'est-à-dire que si vous montrez, par exemple dans des épreuves de dénomination, si vous montrez à des gens des images avec des animaux, avec par exemple une image d'un chien, eh bien, spontanément, la personne va dire c'est un chien. Elle ne va pas dire c'est un animal, elle ne va pas dire c'est un vertébré, elle ne va pas dire c'est un être, elle ne va pas dire, elle va pas non plus dire spontanément c'est un teckel à poil ras ou c'est tel type de caniche. Non, elle va dire c'est un chien. Donc il y a vraiment un niveau de base qui est préféré. Encore une fois, vous voyez, c'est pas du tout du point de vue logique, là c'est du point de vue cognitif. Le point de vue logique, il demeure dans les relations d'implication, d'inclusion réciproque. C'est-à-dire la catégorie animale est plus vaste, elle inclut les différentes sous-catégories qui elles-mêmes incluent d'autres sous-catégories. Ça, cette dimension de l'inclusion, elle garde sa pleine valeur logique. Mais en revanche, le fait qu'il y ait un niveau de base qui soit préféré n'est absolument pas prévisible du point de vue logique. Ça, c'est vraiment l'apport du point de vue cognitif. Donc, pour les animaux, ce sera donc chien, le niveau de base, et puis animal, le niveau superordonné, boxer, ou n'importe quel type de chien, le niveau subordonné. Pour des fruits, le niveau superordonné, ce sera fruits, le niveau de base, pommes, poires, etc. Et puis le niveau subordonné, donc le sous-type de pommes, et puis même chose pour les chaises, etc. etc. Donc cette distinction entre niveau de base et niveau superordonné se justifie pour toutes sortes de raisons. Je n'y reviens pas, je les ai déjà expliquées, mais globalement, il y a 4 aspects qui montrent que le niveau de base est fondamental par rapport aux autres. D'abord, on peut le dessiner, il y a une forme perçue. Vous voyez, quand on vous parle, vous ne pouvez pas dessiner un fruit. Si on vous dessine un fruit, vous êtes obligé de dessiner soit une pomme, une poire, etc. Bon, donc, bien sûr, vous pouvez dessiner plus précis, un type de pomme, par exemple, mais en tout cas, le niveau de base, c'est le plus abstrait, le plus général que vous pouvez encore dessiner, donc il y a une forme perçue générale. Bon, et puis après, il y a toutes sortes d'autres caractéristiques. La fonction, le fait qu'il corresponde à un programme moteur général, c'est-à-dire que vous vous comportez avec cet objet d'une certaine façon, ça c'est lié au fond à la première idée. C'est l'idée que c'est un objet qui a une certaine caractéristique à la fois visuelle mais aussi pratique. Bon.
Du point de vue de la communication, on remarque, semble-t-il, que les mots du niveau de base sont plus courts et plus couramment utilisés et que ce sont les premiers appris, donc ceux qui ont l'âge d'acquisition le plus bas. Hein, vous savez qu'en psychologie, en psycholinguistique, on parle de l'AOA, Age of Acquisition, pour les mots, c'est une mesure assez commune hein, pour caractériser le vocabulaire des individus. Et puis, du point de vue de l'organisation des connaissances, eh bien, la plupart des attributs des membres d'une catégorie sont stockés à ce niveau-là, au niveau de base. Donc, les principales caractéristiques, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. Hein. Il y a une structure interne prototypique, un degré de représentativité des exemplaires qui correspond au degré d'appartenance à la catégorie. On a vu que, contrairement au modèle des conditions nécessaires et suffisantes où les frontières de la catégorie sont rigides, et bien là, les frontières de la catégorie sont floues. Bon, le point suivant, numéro 4, disons, oriente du côté philosophique avec cette notion d'aire de famille chez Wittgenstein, mais enfin, il faudrait là approfondir la notion, mais quand on dit juste ça, ça n'apporte pas grand-chose. Mais simplement, c'est une direction, si vous voulez, de réflexion. On peut voir comment cette notion de sémantique du prototype se rapproche du concept de ressemblance de famille chez Wittgenstein, mais là, c'est un point que je laisserai de côté. L'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, on l'a vu, et puis enfin, la catégorisation s'effectue d'une façon globale. Comme je l'ai déjà dit, hein, lorsqu'on catégorise, on le fait d'une façon plus ou moins globale, automatique. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, la catégorisation, c'est pas forcément conscient. Hein. C'est conscient quand on a un problème, par exemple. Et là, on peut imaginer qu'effectivement, quand on a un problème de catégorisation, qui peut arriver lorsqu'on tombe sur un objet qu'on ne connaît pas du tout, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, bon, ben là, on va regarder peut-être un petit peu plus les propriétés, mais on va quand même spontanément rapprocher cela de quelque chose qu'on connaît. Il y a une expérience très, très simple pour prendre conscience de cela, c'est l'expérience musicale. Hein. Quand vous écoutez de la musique, très souvent, vous rapprochez ce que vous entendez de quelque chose que vous connaissez déjà. Donc vous avez des catégories musicales qui sont là, qui sont plus ou moins précises, hein, qui vont être voilà, soit des grandes catégories du type musique classique, rock, ou je ne sais quoi, rap. Bon, et puis vous avez des catégories beaucoup plus précises, hein, qui vont être des sous-catégories, par exemple, à l'intérieur de la musique classique, la musique baroque, ou à l'intérieur du rock, je ne sais pas moi, le rock, le heavy metal, peu importe. Bon, donc, quand vous entendez une musique que vous ne connaissez pas, bon, vous allez d'abord l'identifier dans une grande catégorie assez facilement, et puis ensuite vous aurez tendance à la rapprocher d'autres catégories que vous connaissez, éventuellement même de catégories très très précises. Hein. Si cette musique correspond à un genre duquel vous n'êtes pas du tout familier, par exemple, imaginons que vous ne soyez pas du tout amateur de musique rap, bon. Et qu'un de vos amis vous fait écouter un morceau qu'il trouve extraordinaire, etc. Donc qu'est-ce que vous allez entendre? Ben, vous allez entendre du rap. Vous allez entendre un morceau de rap comme n'importe quel autre. Hein. Et pour vous, ça n'aura pas d'identité plus précise que cela. Votre catégorisation, elle sera limitée à une très grande catégorie qui est, voilà, un morceau de rap. Vous aurez peut-être un ou deux modèles en tête de morceaux très célèbres de cette catégorie, et puis c'est tout. Alors que votre ami, qui est un grand amateur de ce type de musique, et bien pour lui, il y a plusieurs sous-catégories de rap, et des sous-catégories, et des musiciens célèbres qui ont un style très particulier et reconnaissable, et cette musique nouvelle, il va la rapprocher de telle ou telle influence, etc., etc. Bon, vous voyez, tout ça correspond à des expériences extrêmement ordinaires que tout le monde ressent, et tout cela, c'est le fonctionnement de notre système de catégorisation. Et ça se fait d'une manière globale, vous voyez. Immédiatement, on va reconnaître une ressemblance, une similarité entre cette musique et une autre. On ne va pas commencer à... Alors ensuite, quand on discute, on argumente
Là, on va dire, ah oui, tu entends le rythme là, ça fait penser au rythme de machin. Donc là, on va commencer à isoler des propriétés éventuellement et à comparer avec des propriétés. Bon, mais n'empêche que globalement, on va plutôt, très spontanément, disons, effectuer des rapprochements avec des choses déjà connues. Et ce type de rapprochement, encore une fois, j'ai déjà probablement eu l'occasion de le souligner, cette similarité, cette aptitude de l'être humain à utiliser des similarités entre des entités, quelles qu'elles soient. Là, bon, je prends un exemple un peu improvisé de la musique. C'est une propriété extrêmement subtile. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de difficultés à fabriquer un logiciel qui effectue quelque chose d'équivalent. Un logiciel qui fait de la similarité entre de la musique, il va se baser sur le fait que des gens qui ont fait une requête sur tel type de style musical ont fait aussi une requête sur tel autre type. Bon, mais c'est extrêmement grossier. Mais le fait de pouvoir rapprocher tel musicien de tel autre qui est apparemment lointain, mais où vous percevez quelque chose d'un peu commun, je le dis pour la musique, mais on pourrait le dire pour les films, pour toutes sortes de choses, pour les livres, bien sûr. Cette perception globale de la similarité, c'est une des... un des talents, j'allais dire, enfin, une des propriétés du système cognitif humain qui est inégalable technologiquement. C'est-à-dire que nos capacités d'exploitation des similarités entre les choses est une capacité extrêmement subtile et complexe, et qui est très difficile à modéliser en réalité. Alors, maintenant, voyons ce que dit Lakoff. Là, je vous ai expliqué d'une manière très, si vous voulez, scolaire, si j'ose dire, ces notions de catégorie, de catégorisation, sémantique du prototype, conditions nécessaires et suffisantes. Alors maintenant que vous avez bien compris tout cela, on peut revenir au texte de Lakoff et mieux comprendre, évidemment, ce qu'il dit que si je ne vous avais pas expliqué tout ça. Alors, d'abord, pour Lakoff, il est clair que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ça je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, caractérise l'objectivisme. Nous appellerons objectivisme le point de vue traditionnel pour les raisons suivantes. Donc le point de vue traditionnel. Vous voyez, objectivisme, ça va être rejeté au bénéfice de, bien sûr, expérientialisme. Alors, modern attempts to make it work assume that rational thought consists of the manipulation of abstract symbols and that these symbols get their meaning via a correspondence with the world, objectively construed, that is independent of the understanding of any organism. Donc, les tentatives modernes de justifier, to make it work, de le faire fonctionner, j'ai traduit par de le justifier, suppose que la pensée rationnelle, rational thought, consiste en la manipulation de symboles abstraits, manipulation of abstract symbols, et que ces symboles obtiennent leur signification, get their meaning, par une correspondance avec le monde, via a correspondence with the world, interprété objectivement, objectively construed, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension de l'organisme, independent of the understanding of any organism, donc de tout organisme quel qu'il soit. Alors, je vais finir de traduire la citation et je commenterai ensuite. Donc, un ensemble de symboles placés en correspondance avec un monde objectivement structuré. A collection of symbols placed in correspondence with an objectively structured world is viewed et considéré comme a representation of reality, comme une représentation de la réalité. Selon le point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle, all
j'ai pas surligné ici, mais c'est surligné, toute la pensée rationnelle tout entière, j'aurais dû traduire peut-être d'ailleurs, ça aurait été meilleur, implique la manipulation de symboles abstraits, involves the manipulation of abstract symbols, which are given meaning only via conventional correspondences with things in the external world. Donc, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits qui n'ont de sens que par le biais de correspondances conventionnelles, hein, conventional correspondences, avec des choses dans le monde extérieur. Bien. Alors, reprenons un peu les notions dans cette citation. Alors, ce point de vue traditionnel que caractérise le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il suppose donc, pour Lakoff, que la pensée rationnelle consiste, je cite, donc en la manipulation de symboles abstraits. Alors, vous voyez que, depuis le début, depuis le premier semestre, j'ai insisté lourdement sur le fait que très souvent, dans le courant des linguistiques cognitives, les thèses sont présentées par opposition à celles de Chomsky. Donc là, c'est clair à nouveau qu'on a l'idée qu'il y a des symboles abstraits, c'est une opposition au point de vue chomskien. Mais l'idée simplement ici, c'est que ces symboles abstraits, donc ce serait par exemple les signifiants, hein, les signifiants, les sons ou les graphèmes, si vous voulez, auxquels correspondent donc des choses. D'accord ? Des choses, c'est-à-dire une correspondance avec le monde interprétée objectivement. Donc on aurait ici, selon cette vue objectiviste, l'idée que le monde est structuré d'une certaine façon et qu'on utilise des symboles abstraits, et on va le voir après, la chose est précisée, des symboles conventionnels, purement conventionnels, des symboles purement conventionnels pour désigner des choses qui sont à l'extérieur, qui existent objectivement, indépendamment de tout être vivant. Hein. Quand on voit ici organisme, au fond, vous voyez dans la première phrase, hein, que ces symboles obtiennent leur signification avec le monde interprété objectivement, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension de l'organisme. Il faut comprendre ici de l'organisme, de l'être vivant qui est dans ce monde. Hein. Pas forcément d'ailleurs de l'être humain, mais là en l'occurrence, puisqu'on s'intéresse au langage, c'est plutôt de l'être humain. Mais au fond, ici, la notion d'organisme est reliée à l'idée qu'il y a un être qui utilise ces symboles. Hein. Donc, le point de vue objectiviste pour Lakoff, c'est un point de vue qui met complètement entre parenthèses le fait que c'est un organisme, un être qui perçoit le monde. Et donc, simplement, il y a un monde où il n'y a pas besoin d'être vivant, il y a un monde avec des choses et puis des symboles qui sont associés à ces choses du monde. Hein. Donc, ça, c'est un premier aspect de l'objectivisme pour Lakoff. Hein. Donc, on a une description objective du monde et puis des symboles qui correspondent à différents aspects de cette description objective. Et puis ensuite, il y a cette idée que la raison, le raisonnement, c'est simplement la manipulation de symboles. Alors ça, vous voyez, on l'a bien dans cette phrase, voilà, dans la première phrase, hein, la pensée rationnelle consiste en la manipulation de symboles abstraits. Hein. Rational thought consists of the manipulation of abstract symbols. Bon, donc c'est clairement l'idée, là il n'y a pas du tout d'ambiguïté. L'objectivisme moderne, hein, pour Lakoff, donc moderne
évidemment, il vise là aussi le premier cognitivisme. Hein. On l'a vu dans les années 50 avec Chomsky et d'autres. La pensée est vue comme un traitement, une manipulation de symboles. Hein, je veux dire, comme un système de traitement de l'information avec des symboles abstraits qui sont manipulés, etc. Donc, c'est très clairement le premier cognitivisme qui est vu ici, qui est analysé comme un objectivisme. Bien. Alors, voyons la suite. Dans la suite du texte, Lakoff donne un certain nombre de caractéristiques qui sont pour lui les caractéristiques les plus représentatives, si vous voulez, de l'objectivisme. Alors, ça se répète un petit peu, hein, je veux dire, notamment par rapport à la citation qu'on vient de voir, mais pour bien comprendre, il peut être utile d'entrer un peu dans les détails. Alors, on va traduire ces différentes caractéristiques. Alors, donc, parmi les idées les plus caractéristiques du point de vue objectiviste, alors, pardon, il y a encore une faute de frappe ici que je vais corriger tout de suite. Voilà. Parmi les idées les plus caractéristiques du point de vue objectiviste, on peut citer les suivantes. Alors, la première, thought, donc la pensée, is the mechanical manipulation of abstract symbols. La pensée est une manipulation mécanique de symboles abstraits. Donc ça, on vient de le voir dans la citation précédente. Il y a le terme mécanique qui est ajouté ici, hein, qui, bon, on pourrait commenter, mais qui veut simplement dire qu'il n'y a absolument aucune intervention, disons, psychologique sur ces symboles. Hein. C'est un agencement purement mécanique de ces symboles. The mind is an abstract machine, donc l'esprit est une machine abstraite, manipulating symbols, qui manipule des symboles, essentially in the way computer does, donc comme le fait à peu près comme le fait un ordinateur, hein, c'est-à-dire par un calcul algorithmique, hein, algorithmic computation. Bon, donc ça, c'est la fameuse métaphore de l'esprit comme un ordinateur, qui est bien sûr tout à fait perçue comme quelque chose aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on s'en moque de cette métaphore. On dit, bon, ben voilà, il a fallu être bien naïf pour s'imaginer que l'esprit était, si j'ose dire, aussi simple qu'un ordinateur, l'esprit humain aussi simple qu'un ordinateur. Mais dans les années 50, c'était une idée porteuse, si j'ose dire, fructueuse, hein, pour évidemment resituer les idées dans leur contexte historique. Le fait de considérer l'esprit de cette façon a permis de faire avancer la connaissance dans une certaine direction. Mais 30 ans après, vous voyez, dans les années 80, on commence à se rendre compte, et c'est le cas de tout ce courant de la linguistique cognitive, des défaillances de cette métaphore. Hein. Et là, ce qui est pris en charge, c'est tout ce qui n'entre pas dans la métaphore de l'ordinateur. Alors, ensuite, troisième point, les symboles, symbols, donc par exemple les mots, les représentations mentales, get their meaning, obtiennent leur signification via correspondences to things in the external world, donc par le biais de correspondances avec des choses du monde extérieur. Bon, ça on l'a déjà vu, hein, ce sont des correspondances. Et all meaning is of this character, donc toute signification est de ce type. Hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est une sorte de généralisation. Et puis enfin, symbols that correspond to the external world, donc les symboles qui correspondent au monde extérieur, are internal representations of external reality. Donc c'est comme ça qu'est vu le lien entre, disons, le monde extérieur et le monde, disons, la psychologie humaine. Hein, enfin, je veux dire, ce que les représentations mentales des êtres humains. C'est un modèle de la
du reflet. Hein. Le monde externe est reflété de manière interne par ce système de symboles qui est en correspondance terme à terme avec la réalité. Donc c'est comme si on avait une sorte d'image de la réalité dans notre esprit. Hein. Selon Lakoff, c'est ça l'objectivisme. Je poursuis. Donc, abstract symbols may stand in correspondence to things in the world, independent of the particular properties of any organism. Donc là, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, cette mise en correspondance, les symboles abstraits peuvent correspondre à des choses du monde, mais indépendamment de propriétés particulières de tout organisme. Donc, quand on parle de ce qu'il y a à l'intérieur d'un organisme, les représentations mentales d'un organisme, l'organisme lui-même n'est pas pris en compte. Hein. On prend le monde et on fait un reflet du monde, et ce serait dans l'organisme. C'est la façon dont Lakoff perçoit l'objectivisme. Ça ne veut pas forcément dire du tout, évidemment, que Chomsky et les autres cognitivistes de première génération avaient des vues aussi naïves que cela. Hein. Mais c'est évidemment, on grossit un peu les traits de l'adversaire pour mieux l'attaquer ensuite. Hein. C'est un peu ça la stratégie de Lakoff ici. Ensuite, puisque l'esprit humain utilise des représentations internes de la réalité extérieure, since the human mind makes use of internal representation of external reality, the mind is a mirror of nature. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'esprit est un miroir de la nature. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure de correspondance terme à terme. Hein. L'esprit est un miroir de la nature. Il reflète la nature. Et and correct reason, donc j'ai traduit simplement par la raison, mais la raison qui fonctionne bien, la raison correcte littéralement, hein, mais on peut traduire tout simplement par la raison, je pense, ici. La raison reflète la logique du monde extérieur. Correct reason mirrors the logic of the external world. Donc, il y aurait... Enfin, il n'y a pas de logique spécifique à l'organisme qui perçoit. Hein. La logique qui préside au fonctionnement de ces représentations mentales, ce serait celle du monde extérieur. Et dernier point sur cette diapositive, il est donc accessoire, incidental, à la nature des concepts significatifs, hein, meaningful concepts, et de la raison, and reason, que les êtres humains ont le corps qu'ils possèdent, que les êtres humains donc have the bodies they have and function in their environment in the way they do. Donc c'est tout à fait accidentel donc que les êtres humains aient un corps et un certain environnement. Hein. Donc encore une fois, la dimension de l'expérience d'un organisme dans un environnement est complètement mise entre parenthèses. Le corps humain, les corps humains, bon, j'ai traduit par un singulier générique, mais ça revient au même, les corps humains peuvent jouer un rôle pour choisir dans le choix des concepts et des modes de la raison transcendantale qu'ils utilisent effectivement, mais les corps humains, hein, human bodies, play no essential role in characterizing what constitutes a concept, etc. Donc les êtres humains. Les corps, hein, les corps des êtres humains le corps des êtres humains ne joue aucun rôle essentiel dans la caractérisation de ce qui constitue un concept ou de ce qui constitue la raison. C'est-à-dire que, bien sûr, le corps humain, l'organisme est mobilisé pour le choix, hein, selon le point de vue objectiviste, mais la nature des concepts et la nature de la raison est totalement indépendant du corps humain, puisque la nature des concepts et la nature de la raison proviennent des structures du monde extérieur. Et dernier point, donc, la pensée est abstraite et désincarnée, abstract and disembodied. Donc ça, on verra
que bien sûr, l'opposé, ça va être la thèse de l'embodiment, hein, c'est-à-dire de l'incarnation, puisqu'elle est indépendante de toutes les limites du corps humain, independent of any limitations of the human body, du système perceptuel humain, hein, et du système nerveux humain, human perceptual system and human nervous system. Les machines qui ne font rien, alors là c'est le raisonnement inverse, hein. À partir du moment où on considère que du point de vue objectiviste, la manipulation, la pensée c'est manipuler des symboles abstraits, eh bien au fond, une machine qui manipule des symboles, eh bien on peut dire qu'elle pense, hein. Elle a des pensées, significatives, et elle a une raison. Donc un ordinateur, il pense, il a une raison, hein, selon ce point de vue. C'est simplement le renversement de la logique précédente. Et puis, dernière caractéristique ici, la pensée est atomistique, puisqu'elle peut être décomposée en éléments simples, hein, qui sont donc ces éléments simples, qui sont les symboles utilisés dans la pensée, qui sont ensuite combinés dans des groupes ou dans des complexes et manipulés selon des règles. Dernier point, la pensée est logique dans le sens technique étroit utilisé par les philosophes, c'est-à-dire qu'elle peut être modélisée avec précision par des systèmes du même type que ceux de la logique mathématique, donc des systèmes de symboles abstraits définis par les principes généraux de manipulation des symboles et des mécanismes d'interprétation de ces symboles en termes de modèles du monde. Donc vous voyez, là je ne commente pas parce qu'on a la répétition, vous voyez, c'est vraiment un texte qui se répète beaucoup, mais bon, qui essaie de vraiment enfoncer complètement les portes qu'il essaie d'ouvrir. Donc vous voyez, cet ensemble de caractéristiques de l'objectivisme pour Lakoff vise, à contrario, à caractériser ce qui va être sa position à lui, hein, et la position partagée par tous les chercheurs qui appartiennent à ce courant du cognitivisme en linguistique, enfin disons de la linguistique cognitive. Donc la pensée ne se réduit pas à une manipulation de symboles abstraits, la signification ne se réduit pas à une correspondance avec les entités du monde, le corps joue un rôle dans l'élaboration des représentations, et les processus mentaux ne sont pas atomistiques, mais globaux. Donc vous voyez, il suffit de prendre l'inverse de toutes les propositions qui caractérisent l'objectivisme pour, au fond, dégager ce qui est caractéristique de l'expérientialisme pour Lakoff. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il est déjà 14 heures. Donc, on va arrêter là, sauf si vous avez quelques questions, mais comme je sais que certaines d'entre vous ont un autre cours après, je vous propose de poser d'éventuelles questions au début du prochain cours. Je répète encore une fois que si vous avez des difficultés, il faut écrire au professeur, à moi ou à un autre professeur, peu importe, hein, n'hésitez pas, surtout, c'est très important. Ne restez pas isolés, hein, c'est ça vraiment la consigne principale. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.